Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va plonger dans un sujet fascinant. Comment on passe de simples chiffres, de données brutes, à de vraies décisions stratégiques en marketing. Et c'est la grande question, n'est-ce pas? Dans ce flot constant de données, comment fait-on pour y voir clair? Eh bien, c'est justement ce qu'on va explorer ensemble. On va découvrir ces fameux outils statistiques qui font du marketing bien plus qu'une simple intuition, une véritable science. Allez, c'est parti. Ok, premier grand défi, prédire. On a besoin de pouvoir anticiper un minimum ce qui va se passer, et pour ça, il existe un outil qui fonctionne un peu comme une machine à explorer les « et si ». Cet outil, c'est l'analyse de régression. Alors en gros, son but, c'est de répondre à une question toute simple, mais absolument cruciale. Si je touche à ça, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Et là, on touche à quelque chose de puissant. Ça veut dire qu'on peut simuler l'impact de ses choix. Et si la pub augmente de 10%? Et si le prix baisse de 5%? On peut tester tout ça virtuellement sans dépenser un seul centime pour de vrai. Regardons un exemple concret. Ici, le modèle nous dit deux choses très claires. D'abord, le prix, ça a un impact négatif sur les ventes. Logique. Ensuite, la pub, elle, a un impact positif. Mais le plus important, c'est la colonne P-value. Quand le chiffre est tout petit, comme ici, ça veut dire que ce n'est pas une coïncidence. Non, c'est une relation solide, fiable. De quoi bâtir une vraie stratégie. Et là, attention, 96%. C'est énorme. Ça veut dire que juste avec ces deux éléments, le prix et la pub, on arrive à expliquer la quasi-totalité des variations des ventes. C'est un pouvoir de prédiction vraiment impressionnant. Mais attention, aucun modèle n'est parfait. Ce n'est pas une boule de cristal. Pour être sûr que notre machine à scénarios est bien calibrée, il faut faire une sorte de bilan de santé. On doit regarder ses erreurs. Les erreurs, en fait, c'est tout ce que le modèle n'arrive pas à expliquer. Et pour que ce bilan de santé soit bon, il y a 3 règles d'or à vérifier pour ces erreurs. 1. Elles doivent se répartir normalement, suivant la fameuse courbe en cloche. 2. Leur dispersion doit être constante. Et 3. Il ne doit y avoir aucune logique, aucun schéma prévisible. Si ces 3 points sont cochés, alors là oui, on peut faire confiance au modèle. Et souvent, un simple coup d'œil suffit. À gauche, on voit un modèle sain. Les points d'erreur sont dispersés un peu partout, au hasard. C'est ce qu'on veut. À droite, par contre, c'est pas bon. On voit clairement une forme de cône, un schéma. Ça, c'est un signal d'alarme. Le modèle a un problème. Bon, on a vu comment prédire. Maintenant, deuxième grand défi, la complexité. Le marché, c'est un chaos de clients différents, de variables dans tous les sens, un vrai brouhaha. Il nous faut des outils pour y mettre un peu d'ordre, pour trouver un signal dans tout ce bruit. Et pour ça, on a deux outils principaux. Il faut bien comprendre la différence, c'est la clé. L'analyse en clusters, elle, sert à regrouper les gens, à faire des paquets de clients qui se ressemblent. L'analyse factorielle, c'est différent. Elle regroupe les variables, les caractéristiques, pour trouver les grands thèmes qui se cachent derrière. L'analyse en clusters, en fait, c'est la base de ce qu'on appelle la segmentation de marché. On crée des paniers de clients similaires pour pouvoir leur parler de manière plus ciblée, plus efficace. C'est fondamental. Pour l'analyse factorielle, imaginez un questionnaire sur les voitures avec des centaines de questions. C'est impossible à analyser comme ça. Eh bien, cet outil va prendre tout ça et nous dire, en fait, il y a deux grandes dimensions qui comptent vraiment pour les acheteurs. La praticité et le prix d'un côté, et le luxe et la qualité de l'autre. Ça simplifie tout. Et à partir de là, on peut créer ce qu'on appelle une carte perceptuelle. On met nos deux grands facteurs sur des axes, et d'un seul coup d'œil, on voit où se positionnent toutes les marques. C'est super utile pour voir qui sont les concurrents directs et où il y a des places à prendre sur le marché. Ok, on a vu comment prédire et comment simplifier. Maintenant, on attaque le niveau expert, le défi ultime, comprendre non plus les groupes, mais le choix d'un seul individu. Pourquoi est-ce qu'une personne choisit A plutôt que B? Pour ça, il y a une technique incroyable, l'analyse conjointe. Son but, c'est vraiment de rentrer dans la tête du consommateur pour décoder les arbitrages, souvent inconscients, qu'il fait quand il choisit un produit. Alors comment ça marche? C'est assez malin. On ne demande pas directement aux gens ce qu'ils préfèrent. Non, on leur présente des produits complets, des packages, et on leur demande de choisir. En analysant leurs choix répétés, on arrive à calculer mathématiquement la valeur ou l'utilité de chaque petite caractéristique séparément. Et les applications sont super concrètes. Est-ce qu'on doit mettre le budget dans une meilleure batterie ou dans un plus grand écran? Quel est l'argument qui va vraiment faire mouche dans la pub? L'analyse conjointe, elle, ne donne pas une opinion, elle donne des chiffres pour répondre à ces questions. Ce qui est génial, c'est que ça transforme des préférences, quelque chose de très subjectif, en une véritable feuille de route très objective pour savoir quoi développer et comment le vendre. Bon, maintenant qu'on a vu tous ces outils, prenons un peu de recul. Qu'est-ce que tout ça change pour le marketing aujourd'hui? Le point important à retenir, c'est que ces outils ne remplacent pas la créativité ou l'intuition, mais ils leur donnent un cadre. Ils permettent de passer de « je pense que » à « on a des données qui montrent que ». Et ça, c'est une révolution. Finalement, si on résume notre parcours, on a commencé par le macro avec la régression pour prédire les grandes tendances.
Ensuite, on a mis de l'ordre dans le méso, la complexité du marché avec les clusters et l'analyse factorielle, et on a terminé avec le micro, en décodant le choix individuel grâce à l'analyse conjointe. Et tout ça nous amène à une dernière réflexion. Ces outils sont de plus en plus puissants pour comprendre et même anticiper le choix humain. La question n'est donc plus seulement de savoir ce qu'on peut prédire, mais peut-être de se demander ce qu'on devrait chercher à prédire. Merci d'avoir suivi cette analyse.